Alors, voilà ce que je vais faire. C'est un peu mal organisé, je m'excuse, c'est partiellement des choses que je n'ai pas comprises, qui sont dans le plein progrès. En plus, ce matin, j'ai voulu finir à préparer. Ils sont venus des architectes pour regarder des problèmes de poutres dans mon appartement. Il y a des choses qui tombent. Et donc, ça m'a un peu empêché de finir les dernières préparations. Alors, dans les titres qu'on vient de pas annoncer, il y avait 3 mots qui allaient de gauche à droite. Parce qu'il y avait l'effort modulaire. Enfin, j'ai un peu oublié le titre exact, mais c'était plus ou moins la topologie quantique, déjà mentionné par Maxime dans son exposé. Et j'ai dit entre l'effort modulaire et la K-théorie algébrique. Alors, une grande partie d'ailleurs de mon exposé sera d'expliquer un peu ces choses-là, enfin du point de vue qui m'intéresse, de les relier. Mais je peux dire grosso modo l'idée de l'exposé, enfin c'est une chose que j'ai déjà dite, donc dans certains exposés dans d'autres pays, peut-être que quelqu'un les a déjà entendus. C'est une idée extrêmement vague que j'ai formulée il y a presque 10 ans et qui continue à évoluer, qui n'est pas très très loin. Et je l'appelle une suite exacte des rêves. En général, on a des suites exactes de groupes abéliens, mais ici, c'est beaucoup plus vague. Donc, c'est comme ça, c'est-à-dire, la topologie quantique, on associe à des variétés de dimension 3, ou peut-être des choses plus générales, des représentations des groupes quantiques, etc. On associe des invariants qui sont typiquement définis, par exemple, dans des racines d'unité, Q, et dans beaucoup de circonstances, on peut associer à tout cela des éléments en K-théorie algébrique, notamment en K3 de Q bar. Mais d'autre part, j'ai découvert, il y a un certain nombre d'années, dans plusieurs papiers avec des différentes personnes que je vais mentionner, qu'il y avait des propriétés conjecturales modulaires de ces invariants, mais pas en général. Et l'idée, grosso modo, c'est que ces propriétés ne sont pas là, sauf si une classe en K-théorie s'annule ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose comme une suite exacte. Et donc, comme slogan, on peut dire que je voudrais que la topologie quantique soit une extension de la théorie des formes modulaires dans le sens plus large du mot, y compris des fausses formes modulaires, les mock modular forms, des choses comme ça, par la K-théorie algébrique. Alors, il y aura d'autres mots-clés qui sont liés à ces 3. Il y aura ici les séries Q. Bon, je l'écris une seule fois, mais après, ça sera G hypergéométrique. Ici, il y a la quantum field theory, théorie quantique du champ. Dans l'anglais, c'est l'autre. Dans l'autre, ici, il y a très lié à tout ça, la théorie quantique des champs de physique, que je connais très peu, mais par contre, Cartier connaît très bien. Et ici, ça va être relié, et ça on a vu à la fin de l'exposé de Maxime, au groupe symplectique sur Z, ou peut-être sur Q. Donc, voilà un peu les ingrédients de ce que je veux raconter. Je commence par la chose la plus simple et que je connais le mieux, l'effort modulaire. Donc, je commence par des rappels, pas seulement, aussi des rappels, et quelque chose de pas connu à tout le monde, qui devrait l'être sur l'effort modulaire. Alors, je ne vais pas tout expliquer, je pars de l'idée que vous savez déjà ce que c'est qu'une forme modulaire, plus ou moins, ou même exactement. Je vais donner un exemple qui est important pour moi. Enfin, c'est 2 exemples. C'est une paire de fonctions qui s'appelle classiquement G majuscule et H majuscule de Q. La première fonction, c'est la somme Q puissance n carré sur Qn. Et je note, ça c'est une notation absolument standard, Qn, c'est 1 moins Q fois 1 moins Q carré jusqu'à 1 moins Q puissance n. Ça s'appelle le n factoriel, le Q factoriel, enfin le n factoriel dans le monde de Q. Et on l'a vu dans l'exposé de Maxime, un signe et une puissance de pi près. Dans le cas où Q sera une puissance de nombre premier, c'est la cardinalité de GLN de FQ, comme il vient de nous le rappeler, peut-être décalé par 1.
Donc voilà une série tout à fait explicite. Donc ça commence par 1 plus q sur 1 moins q plus q puissance 4 sur 1 moins q fois 1 moins q carré, etc. Et l'autre, c'est exactement analogue. Et on a les identités super connues de Rogers-Ramanujan. Enfin, ici, c'est pareil. Et ça, c'est les identités de Rogers et Ramanujan. Qui dans le futur, s'il revient, sera juste un R, parce que son nom est trop long. Et l'identité dit que c'est très surprenant, sauf que tout le monde l'a vu, donc on est plus surpris, mais c'est très surprenant, qu'ici, si on écrit ceci, comme dans l'exposé précédent, comme une puissance 1 moins q puissance n à la puissance cn, alors les cn sont simplement périodiques, ils sont moins 1 pour n congrès 1 ou 4 modulo 5, et 0 dans tous les autres cas, et pour h, exactement pareil. Donc on a ces deux formules absolument célèbres comme produit. Mais l'aspect qui m'intéresse, ce n'est pas ça, c'est que on a mal écrit ces identités si on les écrit comme ça. Donc ça, c'est le point de vue de Rogers et Ramanujan. La bonne fonction est la fonction qu'on obtient en multipliant par des puissances rationnelles qui sont moins 1 soixantième et 11 soixantième. Alors ça ne change pas grand-chose, sauf que ici, on a changé la forme quadratique. Ici, bien sûr, j'enlève ça parce que je n'ai pas envie de tout mettre. Donc, rien ne change. Bien sûr, l'identité est la même. Mais maintenant, l'avantage, c'est que si j'écris Q non comme une puissance de nombre premier en France, donc 2ip et pas 2pi, 2ipz avec z dans le demi-plan supérieur qu'on appelle en France demi-plan de Poincaré, mais on a un demi-plan supérieur dans tous les pays. Et partie imaginaire de z, alors je change de notation, j'appelle ces deux fonctions g1 et g2, mais maintenant de z, donc une fonction dans le demi-plan. Alors ici on constate que gj de z, c'est le quotient de θ 5j de z, où θ 5j, en fait, ça dépend de j modulo 5, et c'est antisymétrique, et donc il n'y a que 2. Excusez-moi, θ 5j est égal à moins θ 5 moins j, donc il n'y a que 2. Et je peux les décrire pour 1 et 2 explicitement comme 1 congru 2j moins 1, je crois, modulo 10. Moins 1 puissance 1 sur... ce n'est pas une façon très intelligente de l'écrire, mais c'est le plus vite. Ce sont des séries θ, et donc quelque chose de périodique fois q puissance multiple de n carré avec des conditions de concurrence. On sait très très bien que ça, c'est une forme modulaire de poids 1,5. Et de z, c'est q puissance 1/24e fois le produit 1 moins q puissance n. Et ça aussi, c'est une forme modulaire de poids 1,5. Donc, ceci implique que les deux choses que je viens d'écrire... Ah non, ça reste, c'est bien. Les deux choses que je viens d'écrire sont des formes modulaires. Et pour le cas que vous ne sachiez pas ce que c'est, ici, c'est très simple, parce que ces deux fonctions modulaires, G1 et G2, sont modulaires pour un sous-groupe d'indices assez grand dans SL2Z, mais comme vecteur, si on prend les deux à la fois, c'est de niveau 1. C'est donc pour tous les groupes SL2Z. SL2Z, comme on le sait, ça opère sur le demi-plan supérieur par AZ plus B sur CZ plus C. C'est engendré par deux transformations qui l'engendrent. Enfin, moins 1, Z va vers Z plus 1, ou bien moins 1 sur Z. Donc, pour montrer qu'une fonction est une fonction modulaire, qui veut dire simplement invariant, il faut regarder l'effet de cette transformation, mais il y a quand même un facteur, et ce facteur est une matrice. Alors, dans le cas de la translation, c'est totalement trivial, parce que si je remplace Z par Z plus 1, je ne change pas Q, qui est E puissance 2 IPZ, donc je ne change pas le G et le H majuscule, et donc je change le G1 et le G2 juste par une racine d'unité standard, Z 60e, 60 à la puissance moins 1 ou bien à la puissance 11. Alors ça, c'est trivial et ça n'a rien à faire avec la définition de GH. Ça serait vrai pour n'importe quelle série de puissances à exposant entier. Mais ce qui n'est pas du tout évident, c'est que si je prends l'autre générateur de SL2Z, alors là, j'ai la matrice 1 sur 2 racine de 5, sinus 2pi sur 5, sinus pi sur 5, sinus pi sur 5,
moins sinus 2pi sur 5 fois G1 de Z, G2 de Z. Donc, on a quelque chose de surprenant qui est cette propriété de modularité, qui est une conséquence immédiate des identités, parce qu'avec la formule de Jacobi, on sait que les θ ont un produit, et a un produit par définition, et donc la partie à droite est triviale, et on sait très bien que t et e sont des fonctions modulaires, mais l'identité à gauche n'est pas du tout triviale. Alors, on peut se poser la question, alors ici, qu'est-ce qu'on a? G et H aussi, est-ce qu'on appelle une forme, une série Q, enfin j'ai déjà mentionné le mot, une série Q hypergémétrique, c'est comme une série hypergémétrique classique, sauf que ça veut dire que j'écris G comme la somme AN. AN, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure, QN carré sur QN. Et dans le cas classique, une série hypergémétrique a la propriété que le nème terme divisé par le n-1e terme est une fonction rationnelle de n. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Ici, si je prends le quotient, j'ai en numérateur q puissance n carré moins n-1 carré. En dénominateur, j'ai le produit jusqu'à n divisé par le produit jusqu'à n-1. Et donc, j'ai une fonction fixée qui ne dépend pas de n, une fonction rationnelle fixée en deux variables, q et y, évaluée en y égale q puissance n. Et c'est la définition d'une série q hypergémétrique. C'est donc une série dont la loi de formation est absolument banale, enfin enfantine. Et il est très très surprenant qu'une telle série puisse être modulaire, ce qui est une propriété de symétrie d'un groupe de symétrie infinie, très surprenant. Donc question, problème, ce comportement est-il normal? C'est-à-dire, est-ce que je peux m'attendre à ce que si j'écris une série plus ou moins de cette allure quelconque, elle sera toujours modulaire, peut-être unique, donc c'est les seuls exemples, ou rares? Bon, réponse pas totalement unique, mais très très rare. Évidemment, il faut quantifier la chose, parce que s'il n'y a pas de paramètres à varier, c'est unique. Donc, c'est là que Werner Nahm a formulé une conjecture qui est un peu le point de départ de tout ce que je vais, de mon rêve et de tout ce que je vais raconter. Il a posé cette question et il a donné une réponse très partielle et surtout très conjecturale. Et la question qu'il demande, ce n'est pas seulement est-ce que c'est rare, mais comment est-ce qu'on peut déterminer ou reconnaître l'obstacle? Est-ce qu'il y a quelque chose, une sorte de, d'obstacle, quelque chose qui interdit qu'une série hyperbolique Q hypergémétrique soit modulaire, et dans l'autre sens que si cet obstacle s'annule, n'est pas là, on peut espérer. Et la réponse, ça sera avec la K-théorie algébrique. Mais avant de ça, je prends son exemple clé pour montrer à tel point c'est rare. Donc je prends l'exemple, tout d'abord je vais l'écrire comme ceci, soit A, B et C, des nombres rationnels avec A positif. Et en généralisant ce que j'avais tout à l'heure, je définis f ABC comme la somme Q puissance 1 sur 2 à n carré. Il est très, très utile de mettre le 1 sur 2, évidemment une forme quadratique, je pourrais écrire AN2 plus BN plus C. Donc je prends cela. C'est une petite généralisation des deux séries de Rogers et Ramanujan. Et si je fais ça, le théorème, qui était conjectural avant, qui a été démontré partiellement par un étudiant de Nahm qui s'appelle Terhoven et fini par moi quelques années plus tard, c'est que voici la liste complète de tous les A, B et C. Donc le théorème, c'est que c'est modulaire si et seulement si il y a ces valeurs ci. Donc, si A est égal à 2, on a n carré. On a vu les deux cas de Rogers-Ramanujan. C'est les deux qu'on a pris comme point de départ. Ici, c'est moins 1,5, 0 et 1,5. Et si je me souviens bien, 1 sur 24 moins 1 sur 48 et 1 sur 24. Ici, 0 et 1,5, moins un 40e et un 40e. Je vais peut-être... 46. Je crois que c'est correct, d'ailleurs, ça n'a aucune importance si je me suis trompé.
Bon, alors, et ça c'est un théorème. Donc c'est extrêmement rare. On a une famille ici à 3 paramètres rationnels. Et parmi tout ça, Q puissance 3, il n'y a qu'exactement 7 valeurs de A. Alors, non, modulaire, une fonction modulaire, ou même une forme modulaire de pas quelconque, mais on montre facilement que si cette chose-là est modulaire, elle est modulaire de pas zéro, donc une fonction modulaire. Non, même dans mon exemple, ce n'était pas du tout sur SL2Z tout seul, c'était pour gamma de 5. Et ici, c'est pour un ABC fixé. Mais il est vrai, c'est une très bonne question. La conjecture, on va voir dans un instant que le critère proposé par Werner-Nam ne dépend que de A. Donc, il ne précise pas les B et les C. Il donne un critère pour déterminer si un A donné peut mener à des formes modulaires. Et maintenant, l'idée qui est très très jolie, c'est la suivante. Je prends un A qui marche, c'est-à-dire il existe un B et un C, mais il y a plusieurs. Je prends l'espace vectoriel engendré par ces fonctions, et cet espace-là sera stable par SL2Z, ou à la limite, quelquefois gamma de 2. Il y a une question fermionique, bosonique, donc d'après le cas que quelque chose est pair ou impair, mais c'est toujours de niveau 1 ou 2. Tandis que les formes individuelles ont un niveau arbitraire. Donc, avant de continuer de donner son critère, il faut que j'explique la deuxième partie, qui est la K-théorie algébrique, parce que c'est en termes de cela qu'il a formulé la réponse, et je ne peux pas trop supposer que c'est connu à tout le monde, parce que ce n'est pas le cas. Alors, si je prends juste un corps, si j'ai un corps, un entier n, positif, je lui associe un groupe abélien qui s'appelle Kn de f, dont la chose la plus utile de savoir sur sa définition est que vous ne voulez pas la connaître. Enfin, elle est vraiment extrêmement abstraite. On prend des groupes comme le J, de quelque chose de dimension, enfin, une construction infinie, le bar complexe. Mais on a deux choses, donc c'est très compliqué à définir et pas du tout calculable du point de vue de la définition. Mais il y a deux choses très explicites, et c'est de ces deux choses que je veux parler. Si f est une extension finie de Q, et je l'écris comme toujours, comme le degré, comme R1 plus 2 R2, R1 étant le nombre de racines réelles du polynôme qui définit f, et de R2 le nombre de racines complexes. Dans ce cas-là, il y a le théorème de Borel, qui dit que tout d'abord, le groupe Kn de f est toujours finiment engendré, sauf pour R égale 1, donc disons pour n égale 1. N égale 1, c'est trivial en tout cas. Et la dimension, si je le transférise avec Q, enfin l'énoncé est plus précis, mais je vais y revenir dans un instant, la dimension est donnée comme il suit. C'est toujours 0 si n est pair. C'est toujours R2, le nombre de racines complexes, si n est congru à 3 modulo 4. Et c'est toujours égal à R1 plus R2 si n est égal et congru à 5 modulo 4, mais juste, à 1 modulo 4, mais j'ai exclu 1. Alors, en fait, on démontre plus Kn de f modulo torsion, qui est plus ou moins la même chose que Kn de OF modulo torsion, et donc ça devient finiment engendré, mais c'est même beaucoup plus. Ça va, il y a une application. Bon, maintenant, à cause de ce théorème, je peux supposer que n est impair, je le note 2m-1. Il y a le régulateur de Borel, Rm, qui est un isomorphisme sur un certain réseau donc de dimension maximale, si vous voulez, R puissance R1 fois C puissance R2, c'est donc la chose dans laquelle F se trouve de façon naturelle, et puis je prends d'après la parité de M la partie symétrique ou antisymétrique par conjugaison complexe, qui est juste la dimension que j'ai dite. Donc c'est beaucoup plus, ce n'est pas juste cette dimension, mais c'est vraiment un réseau dans un espace vectoriel. Et bon, mais d'autre part, l'autre chose explicite, c'est que pour des petites valeurs de n, on sait de quoi il s'agit. Bon, K1, je ne vais pas m'en servir, mais c'est quand même F étoile. K2 de F, qui a déjà joué un rôle dans le dernier exposé, juste à la fin, c'est le co-noyau, ça s'appelle co-noyau, co-kernel 2. Et maintenant, je prends une application, je prends le groupe, bon, je fais sur Z, d'accord. J'ai une application que je vais noter D, qui va du groupe libre engendré par le cœur en lambda 2 de F étoile, qui envoie, bon, 0 et 1, peut-être par convention, et peut-être que je fasse une petite erreur
qui changerait quelque chose de 2 torsions en faisant cela. Mais si j'ai un x qui n'est pas 0, 1, je l'envoie au produit de x, au produit extérieur, wedge de x et 1 moins x. Alors, donc, K2 de f, c'est les symboles, c'est les éléments, ou la combinaison d'éléments xi, wedge, yi, mais modulo la relation qu'un nombre x, wedge, 1 moins le même nombre, se considère comme étant égal à 0. Et K3 de f, ça c'est un théorème de plusieurs personnes, peut-être Merkurjev, Suslin, Levin, je ne sais pas trop qui, c'est isomorphe au groupe de Bloch, que Bloch a défini, mais avec le lien cartérie, mais pas, je crois, avec la preuve totale, je n'en sais rien, à vrai dire. C'est le noyau de la même application D, mais... Ah oui, merci. Oui, il y a une partie. Oui, pour l'accord de nombre, l'autre partie est de torsion, et donc je l'oublie toujours. Si on transcrise avec Q, tout serait, pour des corps de nombre, tout serait bien. C'est le noyau de D, modèle la relation, déjà évoquée aujourd'hui par Maxime, mais aussi dans l'exposé de Forochot, Pentagon relation à 5 termes. Alors, je peux dire ce que c'est si j'ai 2 éléments génériques dans mon corps, donc pas 0, 1 ou que leur produit soit égal à 1. Je prends, dans le groupe Z de F, je prends x plus y plus 1 moins x sur 1 moins xy plus 1 moins xy plus 1 moins y sur 1 moins xy. Et si vous voulez, on rajoute aussi des relations qui sont un peu des cas limites. X plus 1 sur x, x plus 1 moins x, c'est-à-dire que ce symbole, en point 3, si vous voulez, est antisymétrique par l'inversion 1 sur x, 1 moins x, et sinon j'ai cette somme de 5 termes. Donc je divise par tout ça. Mais ça, c'est une sorte de cas limite de l'autre. Alors, d'où est-ce que ça vient? C'est dans ce sens une longue histoire, c'est très classique, ça vient de Abel et Spence au début du 19e siècle. Je vais écrire dans un instant dans quel contexte eux, ils ont dû ça, mais je peux déjà dire dans un autre contexte la définition. Il y a un lemme que je prends souvent comme l'exemple du théorème non trivial le plus simple en mathématiques, parce que c'est vraiment, c'est un théorème, ça a un sens profond, mais la démonstration est tellement simple qu'on ne peut pas ne pas le trouver, même si on ne veut pas le trouver. C'est-à-dire, si j'ai une suite de nombres, dans un corps, disons, complexe, qui satisfont à l'équation que 1 moins chaque nombre dans ma suite est le produit des 2 voisins, alors cette suite sera toujours périodique de période 5, enfin au plus 5. Et ça se démontre tout seul, vous calculez 6 éléments et vous allez trouver que numéro 6 vaut numéro 1. Alors ce n'est pas très compliqué à vérifier. Et si vous faites ça avec x1, x2, vous allez trouver que les autres sont ça. Donc ce que j'ai écrit là, c'est juste la somme de xi. Et donc, de ce point de vue-là, il est clair que je suis dans le noyau, parce que quand je prends la somme xi wedge 1 moins xi qui doit s'annuler, le 1 moins xi, par définition, c'est la somme xi moins 1, xi plus 1, parce que 1 moins xi est égal à ça. Alors, par additivité, ça fait somme xi wedge xi moins 1, plus la même chose avec xi plus 1, mais là, en décalant par 1, j'ai ceci. Et donc tout s'annule parce que le wedge est antisymétrique. Donc voilà une démonstration triviale de ce fait trivial que la relation à 5 termes est dans ce groupe. Et donc ça donne un groupe magnifique qui est calculable dans le sens qu'on peut prendre l'ordinateur, trouver des éléments et les écrire. Alors on a cela et ça se réalise. J'ai mentionné que cette équation à 5 termes est déjà apparue au cours du 19e siècle. C'est dans le contexte de la fonction d-logarithme d'Euler. Donc le d-logarithme de z, c'est la fonction somme z puissance n sur n carré pour z inférieur à 1. Donc comme ça, c'est défini dans le cercle unité. Mais après, on constate facilement que c'est aussi l'intégrale d'un point de base, disons 0, à z de log 1 sur 1 moins t, d sur dt, dt sur t. Et ça a des singularités en 0 et 1. Donc je commence en prenant un chemin quelconque, mais si je prends 2 chemins différents, ou un chemin qui fait ça, j'aurai des résultats différents. Donc c'est une fonction complexe, mais multivoque.
Mais on a découvert justement, Abel, Spence et d'autres personnes, vers 1810, qu'on a l'équation fonctionnelle que LI2 de x plus LI2 de y plus LI2 de ce que je viens d'écrire donc la relation à 5 termes, ça ne s'annule pas malheureusement, mais ça devient élémentaire si je me souviens bien, ce qui n'est pas du tout sûr, c'est log x fois log 1 moins x plus ou moins, enfin peut-être les deux moins, il faut que ce soit symétrique, plus un troisième terme, log de quelque chose avec 1 moins xy. Aucune importance. Donc il y a une formule atroce qui dit que cette relation à 5 termes, je vais l'appeler v de xy, parce que c'est trop long à écrire chaque fois. Donc ça veut dire que Li de d, Li2 de v de xy, est au moins une fonction élémentaire. Mais ce n'est pas très joli. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait deux modifications différentes de la fonction d-logarithme. Il y a le d-logarithme de Bloch, donc de Spencer-Bloch et de Wigner, de David Wigner, qui est la fonction d de z, z toujours un nombre complexe, et c'est la partie imaginaire de Li2 de z moins log de valeur absolue de z fois log de 1 moins z, où je calcule la branche de log 1 moins z, il faut que je vérifie le signe. Oui, je crois que c'est correct. Non, c'est plus. Je prends le même chemin pour déterminer les deux, et là, on vérifie que cette fonction-là est indépendante du choix, donc c'est une fonction bien définie qui va de C, même sur P1 de C, c'est même continu à l'infini, en R. Donc, on a une fonction qui est bien définie, et maintenant, c'est beaucoup plus joli. Si je prends Z1, Z2 ou X et Y, tous les termes supplémentaires, parce que j'ai enlevé des produits de log, et tous ces produits de log s'en vont, et D annule exactement cette relation à 5 termes. Et du même, j'ai une autre qui est le d-logarithme de Rogers, qui est défini sur les réels, L de x, est défini comme si x est entre 0 et 1, ça, je n'arrive jamais à me souvenir des signes, il y a un plus, un demi. C'est très proche à ce qu'on vient d'avoir, mais cette fois-ci, il y a un demi, log de x fois log de 1 moins x. Les formules n'ont aucune importance, juste qu'ils existent, et c'est plus facile de les écrire que d'expliquer qu'ils existent. Moins L de x sur x moins 1. Donc voilà une formule complète pour cette fonction. Et si je fais un diagramme, entre 0 et 1, la valeur L de 1, c'est la somme 1 sur n carré, donc c'est pi carré sur 6 par Euler. La dérivée est infinie ici et infinie là, et c'est symétrique autour du point 1,5 et pi carré sur 12. Et après, la fonction continue comme ça, et après, elle continue comme ça. Donc, à l'infini, elle prend la valeur pi carré sur 3, à moins l'infini, la valeur pi carré sur 6, ce qui implique que j'ai une fonction continue. Avant, c'était une fonction continue, je l'avais dit, mais pas écrit sur P1 de C, et même analytique sauf en 0, 1 et l'infini. Ici, j'ai une fonction analytique réelle, là aussi c'est analytique réelle, mais les valeurs ne sont plus en R, mais en R modulo pi carré sur 2, parce que vous avez ce saut à l'infini. Et là, encore une fois, on a que L de V de xy est 0, dans le sens que ce qu'on obtient, c'est un multiple de pi carré sur 2 qui dépend des signes des différents termes. Donc, dites donc dans un langage plus intelligent, ceci veut dire que la fonction D me définit une fonction du groupe de Bloch de C en R, parce que si j'ai une somme sigma xi, je l'envoie. Donc, D du somme xi, c'est la somme de D de xi, donc par linéarité. Et si j'ai une relation à 5 termes, ça s'annule, et donc c'est bien défini. Et de la même façon, pour R, j'ai une fonction sur R modulo pi carré sur 2. Donc, j'ai une façon très explicite de détecter des éléments de non-torsion dans le groupe K, et aussi des éléments de torsion, si j'ai un peu de chance. Alors, maintenant, je donne la conjecture de Nahm, qui est, comme j'ai dit, l'inspiration de toute l'histoire que je veux raconter. Ah, merci. Alors,
Alors, NAM prend un cas un peu plus général que la famille qui est au-dessus, parce que là, le problème est déjà résolu, donc c'est difficile d'énoncer une conjecture si c'est déjà un théorème. Donc, je prends maintenant A, qui est maintenant une matrice. Avant, R était 1, maintenant, c'est une matrice symétrique et définie positive. B, c'est un vecteur de longueur R, et C, c'est encore une fois un nombre. Et je fais exactement la même chose, FABC de Z est égal à la somme Q à la puissance, mais maintenant c'est N A N transposé plus B N transposé plus C sur Q N1 jusqu'à Q NR, où N est égal à N1 NR en Z positif à la puissance R. Et vous voyez que c'est exactement comme une série qu'on a vue dans l'exposé précédent. Là, il y avait un produit pour le quiver de cardinalité de G, L, N de gamma I. C'est exactement une forme de ce type qu'on appelle maintenant souvent somme de NAM, parce que, bon, elles sont classiques, mais il a fixé notre attention sur cette famille. Et maintenant, la conjecture de NAM, un peu modifiée, parce que le premier énoncé était légèrement trop optimiste, et deux personnes abandonnent de trouver un contre-exemple. Mais la conjecture de NAM, c'est que si FABC est modulaire, ça implique, donc je vais associer à A un élément ou plusieurs éléments, xi de A et un qui est spécial, xi0 de A, qui seront dans la catégorie K3, enfin dans le groupe de Bloch de Q bar, qui d'ailleurs coïncide avec le groupe de Bloch de C, parce qu'il y a une sorte de rigidité. Mais je vais le définir dans un instant. Il dit que si c'est modulaire, donc pour un ABC donné, que cette classe xi, au moins la classe clé, il y a une classe spéciale qui est dans le groupe de Bloch de Q bar, mais réel maintenant, et ça doit être de torsion. Et inversement, si tous les xi sont de torsion, mais en fait, maintenant c'est complexe en général, et dans le groupe B de Q bar, il n'y a pas de torsion, donc je peux mettre simplement 0, la torsion n'est que dans le cas réel. Dans l'autre cas, si non seulement xi0, mais il y aura un nombre fini de ces xi, s'ils s'annulent tous, alors ça implique, pour un A donné, donc A donné, il existe un B et C, tel que ABC est modulaire, mais il ne précise pas lequel. Donc dans notre cas qui est là, il est très facile de voir que dans le cas R égale 1, le xi de A, il n'y a qu'un seul, il n'y a que xi0, c'est de la torsion, si et seulement si A est soit 1,5, soit 1, soit 2. Et donc, vous voyez les trois valeurs de A qui apparaissent là, mais on ne voit pas, il n'y a pas de prédiction pour les valeurs supplémentaires. Alors, qu'est-ce que c'est que cet élément xi A? Et c'est ça un point clé, et très simple et très joli. Je prends A, qui est une... D'ailleurs, on a vu exactement la même chose, encore une fois, dans l'exposé précédent. Là, le A... Bon, sauf que là, il y avait un quiver. Ici, j'ai une matrice symétrique, tandis que pour le quiver, c'est une matrice quelconque. Et en plus, c'est rationnel, mais oublions ça. Je prends l'élément 1 moins Q, enfin, la solution de l'équation 1 moins Q égale Q puissance A. Ce qui veut dire que 1 moins QI, donc Q, c'est un tuple, un R tuple de nombre complexe. Et le sens de cette équation, c'est que 1 moins QI sera le produit QJ à la puissance AIJ. Alors, on a vu un exemple tout à l'heure avec la matrice 5 x 5 qui avait des 1 dans les diagonales à côté de la diagonale principale. Donc, voilà le sens. Et maintenant, je fais le... Oui? Non, ça, c'est un A. C'est un AIJ, comme on se l'imagine, et c'est symétrique. Et rationnel et positif. Mais la positivité ne joue même pas de rôle pour l'instant. C'est A minuscule. Merci beaucoup, Maxime. Quelle remarque profonde et utile. Merci. J'ai le droit de me moquer de Maxime. Bon, alors voilà cette équation. Cette équation, ce n'est pas une équation, c'est R équation pour R inconnu. Avec un peu de chance, il y a des solutions discrètes. Il y a toujours une solution que j'appelle Q0 qui est contenue
strictement entre 0 et 1, je m'excuse pour l'écriture américaine, à la puissance R, c'est-à-dire où tous les QI sont entre 0 et 1, mais il peut y avoir d'autres solutions, il y en a d'ailleurs plus ou moins toujours complexes. Le groupe de Galois opère sur l'ensemble de solutions, mais il peut très bien y avoir plusieurs orbites, et c'est là où la solution est un peu subtile ici entre ces deux directions. S'il n'y avait qu'une orbite, on aurait une équivalence dans les deux sens. Alors, quel est l'élément xi? Xi de A, et xi0 sera celle qui est associée à cette solution réelle. Xi de A, c'est simplement la somme de QI. Donc ça, c'est certainement un élément de Z de Q bar. Et maintenant, faisons le calcul de sa dérivée. C'est exactement le même calcul qu'on a vu tout à l'heure. Donc, par définition, c'est la somme QI wedge en moins QI. Mais c'est dans lambda 2 de F étoile. Et puis, cette F étoile, c'est multiplicatif. Donc, si 1 moins QI est un produit, je peux l'écrire comme la somme AIJ QJ. C'est additif, enfin c'est le groupe multiplicatif et donc dans une notation additive, ça devient ça. Et ça s'annule, parce que, juste comme tout à l'heure, AIJ est symétrique et QI wedge QJ est antisymétrique. Et donc, pour un facteur de 2 près, on ne sera pas trop précis ici, ça s'annule. Donc voilà une façon évidente, quand même il faut l'avoir, de produire des éléments dans le groupe de Bloch, qui ne sont pas du tout censés ou forcés d'être de la torsion. Quelquefois, c'est le cas, très rarement, justement. Et sa conjecture, c'est que c'est ça qui décide, c'est l'obstacle pour la modularité. Bon, alors je procède maintenant à la topologie quantique. Je vais peut-être montrer ça en haut. Je suis tellement petit que même celui du milieu. Vous avez besoin du deuxième, c'est très ancien. Quelqu'un le veut? Je le descends? Non, si personne ne le dit, je ne ferai pas l'effort, parce que c'est un grand effort. Xi, ça c'est toujours écrit. Q, il y a beaucoup de solutions de systèmes d'équations. Mais il y a une solution et une seule, c'est écrit là, existe une solution Q0 où tous les QI sont compris entre 0 et 1. C'est la solution réelle et positive. Et pour cette solution-là, j'ai écrit le xi, c'est xi0. Donc ça, c'est une solution très spéciale qui est algébrique, mais en même temps réelle. Et donc là, on est en B de R, et on va essayer de détecter la torsion donc avec la fonction d-logarithme. Donc, on demande pour sûr que, et je vais expliquer pourquoi. Avant que je continue merci pour la question. Je vais expliquer pourquoi il est très raisonnable de faire cette conjecture qui a l'air ahurissante. La première fois qu'on l'a vu, on dit, mais comment est-ce qu'il a trouvé la criteria algébrique comme critère pour la modularité d'une série? Mais c'est très, très simple. Et ça, je vais écrire donc un grand merci pour la question, parce que j'avais oublié de dire ça. Raison pour la conjecture. Malheureusement, pas une preuve. Si je prends le FABC, je prends Q égale à E puissance moins epsilon. Enfin, c'est Z, donc Q c'est E puissance 2 pi Z, mais c'est aussi E puissance moins epsilon. Donc ça s'approche à 1 dans le cercle unité. Alors, il est facile de voir que ceci est toujours Q à la puissance, E à la puissance une certaine constante sur epsilon plus O de 1, quand epsilon tend vers 0. Et la constante, en fait, ne dépend que de A. Et en fait, non seulement ça ne dépend que de A, mais je peux vous l'écrire au signe près que j'oublie toujours, c'est soit L de Q moins L de 1, soit L de 1 moins L de Q. Où est-ce que c'est parti? C'est L de... Où est-ce que je l'ai mis? L de 1 moins L de Q. Donc L de 1, je vous le rappelle, c'était pi carré sur 6. Le dessin est toujours là, c'était la fonction... Et maintenant, je prends les L de QI. Donc, ce n'est rien que R fois pi carré sur 6 moins L de mon xi 0, ou mon xi. Non, xi 0, ici, c'est pour la solution réelle. Ça, c'est un calcul du style que déjà des gens comme Ramlud en avaient fait, c'est très simple. Ça, c'est l'asymptotique. Mais supposons maintenant qu'on a une fonction modulaire de poids k. Alors, on sait que f de z, c'est la même chose que z puissance moins k, fois g de moins 1 sur z, où g est une autre fonction modulaire du même poids, mais sur un autre groupe en général, puisqu'on n'est pas forcément sur SL2z, mais on a quand même ça.
Et une forme modulaire, donc une forme modulaire comme f, a toujours un développement style q puissance lambda 0 plus des termes supérieurs, et g, qui est aussi une forme modulaire, aura des exposants du même style, et les lambda j et mu j seront quelquefois des entiers, quelquefois des rationnels, mais certainement pas pire que ça. Il y a toujours un développement en puissance rationnelle de q. Ça, c'est une propriété triviale des formes modulaires. Alors, regardons ça maintenant pour notre f, et on voit que, puisque e puissance moins epsilon est 2i pi z, on a que le z, c'est i fois epsilon sur 2pi, et donc le moins 1 sur z, c'est, oh c'est difficile, c'est 4pi carré sur epsilon fois i, et donc cette fonction-là va être quelque chose comme epsilon puissance moins k, en fait le k sera 0 dans notre cas, fois une constante, donc un nombre, fois fois e. Et maintenant, c'est e à la puissance, c'est q puissance mu 0, donc c'est e à la puissance 2i pi fois z. Mais le i, c'est ça, excuse-moi. Moins 1 sur z, c'est simplement 2pi sur epsilon fois i. Personne n'a protesté, j'ai juste pris l'inverse. Mais le q, c'est e puissance 2i pi. Et donc là, il y a moins 4pi carré. Et il y a toujours le epsilon et le mu 0 de tout à l'heure. Alors, on aura forcément, si c'est modulaire, cela. Et si on compare ces deux fonctions, on voit que si f ABC est modulaire, ça, ce n'est pas une conjecture, c'est une évidence, une fois qu'on a eu l'idée de comparer, que si c'est modulaire, alors on a forcément que k de a est contenu en pi carré fois q, qui s'appelle, pour des gens plus subtils que moi, q de 2, enfin, de Tate. Alors, il n'y a pas de façon raisonnable d'avoir que le dilog de quelque chose soit de la torsion si ce n'est pas que l'élément de la torsion. Donc, c'est très raisonnable de dire que si cela doit se produire, la seule façon de s'y attendre, c'est que l'élément A lui-même soit de torsion. Et là, vous vous souvenez que pour B de R, qui est la même chose que B de Q bar intersection R, à cause de cette rigidité, être de la torsion force que la valeur du dilog est un multiple rationnel de pi carré. Dans l'autre sens, la conjecture, c'est Milnor, mais on ne le sait pas. Donc voilà la raison pour cette conjecture. Maintenant, avec le temps qui me reste, j'ai commencé quand Ah, il reste plein de temps. Je n'ai qu'à tripler la vitesse et tout sera bien. J'ai quand même fait une partie de mes notes, mais j'ai voulu donner quand même un petit exemple. Comme ça, vous allez voir comment ça marche. Deux exemples même. Je prends alpha, qui est le quotient d'heure, enfin de l'inverse, racine de 5 moins 1 sur 2. Alors là, on sait que 1 moins alpha est égal à alpha carré, donc alpha fois alpha, et c'est-à-dire que alpha 5 fois est une solution de notre relation à 5 termes, parce que la relation à 5 termes, c'était que chaque xi, 1 moins chaque xi, c'est le produit des deux fois 1. Donc si je veux les prendre 5 fois les mêmes, c'est forcément le nombre d'heures. Alors ça implique déjà que 5 fois alpha, c'est v de alpha alpha, et donc c'est 0 en b de r. Et donc voilà de la 5 torsion, et effectivement, on trouve dans la littérature ultra classique, en fait, de Ramanujan, on trouve les identités, où est-ce que je l'ai noté, mais mes notes sont trop petites pour que je puisse les lire, le dilog usuel de racine 5 moins 1 sur 2, identité classique, c'est pi carré sur 10 moins le carré du log du nombre d'heures, une identité très jolie, peut-être due à Ramanujan, et donc pour le L du même nombre, c'est juste le pi carré sur 10. On a enlevé cette partie-là, et vous voyez bien que vous avez détecté ce 5. Alors, un exemple un peu moins trivial. Je prends Q1 égale à Q1 égale à racine de alpha, qui est dans un cœur quadratique de signature R1 égale 2, R1 égale 1. Alors, je prends ces deux choses-là et je constate que 1 moins Q1 est égal à Q1 puissance 4 Q2 et 1 moins Q2 est égal à Q1 Q2. Donc, on est exactement dans la situation de NAM avec la matrice 4, 1, 1, 1 qui est bien symétrique. Donc, ça implique que la classe Xi, qui est Q1 plus Q2, est un élément du groupe de Bloch.
Ça, je viens de vérifier parce que ça satisfait à cela. Mais en fait, la torsion, je ne vais pas donner les détails, mais si vous prenez V de Q1, vous trouvez 2 fois xi plus 1 moins alpha. Et 1 moins alpha, c'est moins alpha dans le groupe de Bloch. Et alpha, c'était déjà de la 5 torsion. Et ça, c'est 0. Et donc, xi, c'est de la 10 torsion. Et donc, ça implique que 10 fois xi s'annule. Et en fait, si vous calculez le D-log, numériquement, vous trouvez 13 sur 10 fois pi carré sur 6. Et puis, c'est de la distorsion. Enfin, il y a encore un 3 parce que j'ai utilisé ces autres équations. C'est forcément exactement vrai, parce que c'est approximativement vrai. Et on sait que c'est de la torsion de cet ordre. Donc, voilà un exemple au niveau du groupe K. Et maintenant, si la conjecture de Nahm est bonne, pour cet A-là, où cette condition remarquable est satisfaite, que non seulement, ça serait vrai pour n'importe quelle matrice symétrique, non seulement xi est dans le groupe de Bloch, ça c'est automatique, mais c'est de la torsion pour une raison pas du tout triviale et très rare, donc il est très difficile de trouver de tels exemples. Alors il devrait y avoir un B et un C, ou des B, ou plusieurs B et plusieurs C. Et en fait, on trouve que, numériquement, mais ici on peut le vérifier, on trouve que si on prend le vecteur 1 sur 2, excuse-moi, ici ce n'est pas un vecteur, c'est juste un nombre. Le nombre rationnel c'est 1 sur 120, le vecteur c'est 0, 1,5, là le vecteur c'est 2 et 1,5, et le nombre là c'est 49 sur 120. Alors ici le FABC est modulaire et c'est même exactement la même formule que pour Rogers-Ramanujan. Exactement la même formule que tout à l'heure, θ phi 5j de z sur e de z, sauf qu'en numérateur, il y a un 2. Donc c'est très très joli même comme exemple. Merci, ça a changé, ça a mal changé. Alors, un deuxième point. Oups, c'est bloqué pour des raisons trop subtiles. Non, c'est la même chose. Bon. Alors voilà les exemples et la conjecture de Nahm. Donc je n'ai pas parlé de choses nouvelles, ni de moi, mais c'est tellement joli et il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce lien et c'est trop beau pour ne pas être connu. Donc je ne regrette pas trop d'en avoir parlé en détail, mais j'avais voulu aller plus vite et venir à la topologie quantique. Alors la topologie quantique, j'ai 2 sortes d'exemples, un venant de l'invariant de Witten-Reshettigen-Turaev, et je vais peut-être l'omettre totalement. Là, c'est lié aux formes modulaires MOC, enfin les fausses formes modulaires. Je vais parler un peu de l'autre. Et très, très brièvement, parce que le temps échappe. Alors, ça aussi, ce n'est pas très récent, mais c'est... Alors, on a une variété... Bon, en général, comme je l'ai déjà dit au début, ces idées viennent de la théorie quantique des champs. Donc, on a toujours en théorie quantique des champs une forme de partition. On a des champs, phi, pas trop définis dans certains cas, très bien définis dans d'autres. Et on a une action, S de phi, enfin avec un i ou sans i, divisé par une petite constante epsilon, que les physiciens appellent h bar, bien que très souvent ce n'est même pas h bar dans leur sens. Et on intègre sur quelque chose, et c'est une intégrale de dimension infinie, pas du tout bien définie en général, mais en beaucoup de cas, on peut lui donner un sens, ou au moins en déduire des propriétés, et donc identifier des fonctions qui ont les propriétés voulues et les étudier, même si cette définition n'est que pour l'inspiration, disons. Alors, en tel cas, il y a plusieurs cas venant de la théorie de Chern-Simons, et les 2 invariants dont j'avais voulu parler, le Witten-Reshettigen-Turaev que je vais soumettre, et l'invariant de Jones et Kashaev, enfin ce sont 2 invariants, mais c'est une sorte de mélange, sont de ce type-là, enfin conjecturalement un peu dans le deuxième cas. On croit que c'est la même chose, on a beaucoup de calculs qui... Ce n'est pas très rigoureux, tout ça, c'est les physiciens qui développent cette théorie, et il n'y a pas de définition rigoureuse de cette intégrale. Alors, je prends le cas le plus simple, je prends un nœud, K pour un autre, Knoten. Je prends un nœud, et donc j'ai une variété qui, dans presque tous les cas, si K n'est pas trop spécial, sera hyperbolique, c'est-à-dire dans le sens de Thurston, il y aura une structure dont on sait après qu'elle est unique, S3-K qui est le complément. Et on définit des invariants de nœuds. Alors Jones a associé à ce nœud un polynôme que je vais appeler JK, enfin dans un instant je vais appeler
omettre le K complètement, qui est un polynôme de Laurent en Q. En Q et Q inverse, et c'était déjà spectaculaire, ça a entraîné plein de choses. Enfin, c'est une partie des travaux qui lui ont valu les médailles Fields. Donc c'était déjà c'est un invariant extrêmement profond et intéressant. Alors après, on a généralisé un peu, mais ce peu m'intéresse beaucoup. Il y a toute une suite de polynômes, n égale à 1, 2, 3. Bon, 1 c'est trivial, 2 c'est le cas de Jones, et c'est lié au fait qu'il y a un SL2 derrière, et là c'était la représentation standard. Ici on prend la représentation de dimension n, ça s'appelle polynôme de Jones coloré. Enfin, ce n'est pas Jones pour préciser qui est coloré, c'est le polynôme. En fait, ce n'est pas ça du tout, c'est un voisinage du nœud qui a plusieurs filles qui sont colorées. Bon, ça n'a aucune importance. C'est une suite de polynômes calculable. Et maintenant vient quelque chose de très intéressant, de très important, qu'on avait remarqué et qui est maintenant devenu un théorème. Hein? Dites-moi aussi la plaisanterie, j'adore les plaisanteries. Bon, alors, il y a quelque chose qu'on avait remarqué qui est maintenant un théorème de Lay et Garoufalidis, qui dit qu'il y a toujours une récursion. Ici, j'ai un polynôme en Q puissance n, plus un autre polynôme, j n-1, de longueur finie à n-, que sais-je, r, j n-r, qui s'annule. Donc, on sait que ces polynômes satisfont une telle équation. Il est extrêmement difficile de trouver les coefficients de cette récurrence. Garoufalidis a mis 1 an pour faire le calcul dans un exemple que je voulais absolument. Mais une fois qu'on l'a, on peut calculer tous les jn des dizaines de milliers, et c'est ça qu'il nous a fallu pour tester mes conjectures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous écris, enfin, je vous donne un exemple. Si je prends l'exemple J, l'exemple le plus simple, le nœud le plus simple qui soit, enfin le nœud hyperbolique le plus simple qui soit, c'est le nœud figure 8, que je ne vais même pas figure 8, le nœud de 8, ça s'appelle, je crois, en français. Alors là, Jn de Q, c'est la somme m de 0 à l'infini, mais en fait, ça se termine à Q-1, Q puissance moins mn, produit J de 1 à n, à m, 1 moins Q puissance n moins j, 1 moins Q puissance n plus j. Alors, donc c'est totalement explicite, mais c'est rare. En général, s'il y a des formules explicites, ce sont des multisommes de produits, c'est très très compliqué à écrire, en général, et de calculer. Mais il y a toujours une telle récurrence, et donc avec un peu de chance, on les calcule. Alors, ce qu'on va faire pour avoir quelque chose de vraiment quantique, c'est que je fixe Q est une racine d'unité. Alors, disons Q puissance K est égal à 1. Alors là, il s'avère, et c'est facile dans ce cas-là, mais c'est vrai pour tous les cas, ce n'est pas le nœud, c'est un autre cas, ces polynômes sont évalués dans cette racine d'unité, sont périodiques. C'est très facile à voir dans cette formule, parce que le n n'intervient qu'ici, et donc si je change n modulo k, je ne change pas Q puissance n. Donc, ça veut dire que j'ai des nombres. Alors, je prends l'exemple là, je prends k égale 300, donc Q, c'est E puissance de pi sur 300. Et maintenant, je fais les valeurs de J1 jusqu'à J299 en Suisse. Donc, j'ai des petites valeurs. Le Jn sera inférieur à 25. Et maintenant, quand j'arrive à 300, ça sera 10 puissance, je crois, 47, quelque chose comme ça. Et puis après, c'est périodique, c'est encore une fois 25. Donc, on a quelque chose de très spectaculaire. C'est une fonction périodique, mais la valeur dans les multiples de k, qui ne dépendent pas du multiple, et je peux le mettre ici, donc j'appelle ça J0, parce qu'une fois que c'est périodique, je peux reculer. Donc J0 est une fonction totalement différente de J3. J3 est un polynôme, mais J0, c'est une fonction exponentielle. Et effectivement, il y a une conjecture explicite, ultra célèbre en topologie tridimensionnelle actuelle, qui est la conjecture de volume, démontrée dans ce cas-ci, mais uniquement dans ce cas-ci, qui dit que... Bon, je vous donne la totalité des renseignements dans notre cas, et puis la conjecture dans le cas général. Où est-ce que j'ai mis ça? Donc ici, j'ai
ce J0 évalué en 2 puissance 2pi sur n est exponentiellement grand, comme je l'ai dit. C'est donc une constante fois n, et la constante, c'est 1 sur 2pi fois le volume, qui ici est exactement 2 fois d de la sixième racine d'unité, avec le d que j'ai déjà défini. Je n'ai pas dit, mais le volume de variété à dimension 3 se calcule par le d, et grosso modo, l'invariant de Chern-Simons se calcule par le L. Ce n'est pas exactement correct. Mais en fait, il y a une formule très exacte, partiellement Anderson et Hansen. Ils avaient démontré n puissance 3,5 fois une constante qu'ils avaient évaluée comme quatrième racine de 3, et puis Garofalidis et moi, indépendamment, et lui avec deux papiers avec des coauteurs que j'ai oubliés, ont trouvé tout un développement asymptotique. Alors, ça, vous voyez des propriétés surprenantes. Tout d'abord, cette asymptotique, cette exponentielle et le coefficient, qui est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure pour le cas sur epsilon, parce que l'epsilon ici, c'est 1 sur n, à un 2pi près. Ce cas qui est avant, c'est un dilogarithme. Ici aussi, c'est un dilogarithme. Je viens de l'effacer, mais c'est 1 sur 2pi fois un volume. Et le volume, je peux le dire en général, le volume d'une variété M3, je vais le décomposer en beaucoup de petits tétraèdres idiots. Et chaque tétraèdre, puis cet idéal, je peux mettre les sommets à 0, l'infini i et zi. Le 0, 1, infini et zi. Donc zi, c'est le birapport, et le volume, c'est la somme de cette fonction de Bloch-Wigner. Donc le dilog qu'on a déjà vu détermine le volume. Et la conjecture en général, c'est que si je prends, ça c'est pour le 8, mais si je prends un nœud quelconque, ça doit être toujours volume divisé par 2pi fois n, mais ce n'est pas démontré pour aucun nœud hyperbolique, sauf celui-ci. Mais il y a beaucoup plus en conjecture. Garofalidis et aussi Dimofte, Lennels, Gogov et moi, dans un papier d'il y a 2 ans, que tous les coefficients de pi carré sur n carré pour n'importe quel nœud seront des nombres algébriques dans le corps de trace du nœud, qui est ici racine de 3, mais en général racine moins 3. En général, c'est un corps de nombres. Donc, il y a une arithméticité très frappante qui est ouverte. Il y a beaucoup de... J'avais en fait voulu parler de ça en grand détail, mais je n'arriverai pas trop. Mais maintenant, la modularité, qui est une chose que j'ai trouvée numériquement. Si je fais la même chose pour des nombres qui s'approchent non à plus 1, moins 1, ce qu'on trouve, c'est que, expérimentalement, quelque chose d'analogue, c'est-à-dire une autre fonction du même type, puissance une constante fois n puissance 3,5 fois e puissance une constante fois n, fois une série à coefficient rationnel en pi sur n racine de 3, mais fois un facteur. Et c'est ce facteur qui était tellement frappant. C'était 1 dans l'exemple, et c'était 1, 5 ou 27, d'après le cas que n est pair, 5 dans le cas où c'est 0 modulo 4, 1 dans le cas où n est, excusez-moi, 2 modulo 4, et 27 dans le cas où c'est impair. Alors ça, c'était vraiment surprenant. C'était avec l'ordinateur que j'ai trouvé ça, il y a 3 ans peut-être. Et je n'ai pas donné une table, mais ces 3 nombres ne sont rien que J0 dans la racine d'unité 1, moins 1, et I. Et donc, il y a un lien entre la valeur dans un point sur le bord du cercle et dans un autre. Et si on regarde ça, ce qu'on trouve, c'est que si je définis J de alpha pour un alpha rationnel, comme le J0 pour ce nœud-ci, ou pour n'importe quel nœud conjecturalement de 2ip alpha, qu'il y a des propriétés qui relient J de alpha et J de A alpha plus B sur C alpha plus D pour n'importe quelle matrice ABCD de SL2Z. Et j'ai fait beaucoup de calculs avec Garofalidis, Dimofte et d'autres, et c'est toujours le cas. Donc il y a cette conjecture de modularité, mais c'est une modularité extrêmement faible. Il n'y a pas un facteur explicite. Ici, c'est des choses asymptotiques. Comme ici, il y a toute cette série compliquée. Et ce n'est que le facteur de 20 qui était une autre valeur de J0. Donc dans le langage de J0, ici, j'ai J0 d'un demi plus 1 sur n, et d'autre côté, j'ai n plus 2 sur 4, qui est équivalent à ça par... ça, c'est le 1, 5 ou 27, c'est périodique de période 4, fois quelque chose de quand même très compliqué. Donc, ce n'est pas une forme modulaire du tout, au sens, même dans le sens des formes modulaires quantiques que j'ai présenté ici il y a 2 ans, mais quelque chose de plus subtil.
Mais cette subtilité, c'était ça la conjecture, le rêve, je reviens maintenant, c'est dû au fait que j'ai une vraie variété hyperbolique dont la classe en catégorie est de non-torsion, ce qu'on voit parce que le volume, qui a la valeur de D, n'est pas zéro. Alors, si ma conjecture était vraie, la conjecture rêve implique que si M1 et M2 sont deux variétés de dimension 3, par exemple des compléments de nœuds, pour simplifier, prenons des nœuds, tels que la classe, et je n'ai pas expliqué ça, mais c'est vite fait pour une telle variété, vous prenez une triangulation, comme tout à l'heure, triangulation, et on démontre, c'est une conséquence d'un théorème de Neumann et moi, et aussi il y a plusieurs autres façons de le faire, que c'est un élément du groupe de Bloch. Alors, on obtient un élément du groupe de Bloch, donc de K-Thierry, et si jamais je l'appelle XIM, si jamais les deux classes sont les mêmes, alors peut-être le J pour le premier nœud, j'aurais dû mettre des nœuds, parce que le J c'est plutôt pour les nœuds, ça sera quelque chose de formulaire quantique, au sens de la définition que j'ai omise, mais qui dit que on a le même genre de comportement modulaire, mais avec un facteur extrêmement simple et pas ce facteur atroce. Donc on a une sorte de modularité excellente. Et donc l'obstacle pour que deux classes soient les mêmes en K-Thierry, c'est exactement modulaire, et c'est ça le sens de la suite exacte. Alors je vous raconte en 1 minute ce qui s'est passé. Il a duré 8 ans ou 5 ans pour tester cette hypothèse, parce qu'il existe beaucoup de paires de nœuds dans les tables qui ont la même classe en K-Thierry, mais il y a très très peu de nœuds pour lesquels on puisse calculer, pour beaucoup de valeurs de J, ces nombres. Et pour tester cette conjecture qui est asymptotique, il faut des milliers de valeurs. Donc, ça a duré 5 ans avant que Garofalidis, comme je l'ai mentionné, a pu trouver la récurrence pour un nœud qui s'appelle le 237 pretzel knot, qui est le compagnon, le partenaire dans ce sens-là, de notre nœud, le 5,2. Donc, les deux nœuds ont la même classe en K-Thierry et on a pu calculer les deux. Alors, j'étais très content, j'allais tester ma conjecture, et bien sûr, elle était fausse. Alors, mais elle était fausse. Donc, voilà, une expérience qui n'a pas trop marché. Mais on a regardé par coïncidence, lui, il considère un autre objet quantique, sans topologie, c'est un quantum spin network, je ne sais même pas ce que c'est, certainement pas la tradition française, mais non pas le sens. Mais ça donne lieu à une Q-série tout à fait explicite, type NAM. Donc, quelque chose qui... Ici, ce n'était pas du tout type NAM, c'était des fonctions définies uniquement dans la racine d'unité. Tandis que les séries de NAM, c'était défini dans l'intérieur. Donc, ce sont deux choses disjointes. Mais lui, il s'intéressait à cette série-là. Enfin, avec la notation que j'ai, je peux mettre ça directement. Et il m'a demandé, enfin, on a étudié l'asymptotique de cela, quand on laisse tendre Q vers une racine d'unité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on laissait tendre Q vers 1, on a trouvé les nombres 1, bon, c'était la partie paire, uniquement 1, 697 sur machin, le quatrième, enfin beaucoup de coefficients, et la même chose dans toutes les autres racines d'unité, la même modularité, la même fonction. Donc mon rêve s'est réalisé. Mais ce paire n'était pas deux nœuds ayant la même classe, c'était un quantum spin network qui a lui aussi une classe. Et bien sûr, c'était la même classe. Donc c'était un cas de mon rêve, mais un cas inattendu. Et maintenant, très récemment, il y a eu des travaux, surtout de Garofalidis et Dimoft, où ils inventent une invariante légèrement améliorée d'une variété à dimension 3 qui s'appelle Enhanced Neumann-Zagier Data. Donc, ils prennent une triangulation comme on avait pris avec Neumann, mais on ne prend pas juste la liste des ZI sans aucune information sur le recollement, mais un flattening, donc un peu plus de renseignements, quelque chose de minimal de plus. Et avec ça, ils arrivent à trouver l'asymptotique de ces invariants de J. Et donc là, le rêve a dû être corrigé un peu. Il faut un tout petit peu plus que l'image en K-Thierry. Et ce petit peu plus, ça vient maintenant aussi dans des travaux de Goukov, de beaucoup de personnes liées aussi aux travaux de Hénard, Rantin, Borot et d'autres sur l'équation de boucle. Et très vaguement, je n'ai plus le temps d'en parler, on a une courbe, et dans le cas d'un nœud, c'est la courbe donnée par la A-polynôme, qui est une équation qui relie ces ZI, qui sont forcément algébriquement dépendants. Et ce qui se passe dans le cas de la A-courbe, encore une fois, comme conséquence de mon travail avec
avec Neumann. Bon, ce que j'écris n'est pas correct parce que sur la courbe Césaire, il faut faire quelque chose de partie réelle imaginaire. Mais c'est la forme symplectique dont a parlé Maxime et ça s'écrit grosso modo comme quelque chose. Bon, je le fais différemment. X, on a sur cette courbe les coordonnées X et Y et on a dans notre papier cette équation qui ressemble vachement à l'équation qu'on a vue aujourd'hui dans son exposé 1 moins Y à la puissance IJ à la AIJ. Parce que vous voyez que si la xi était 1, on aurait exactement l'équation de Nahm, 1 moins y égale y puissance a. Ici, dans ce que racontait Maxime, on n'avait pas l'équation de Nahm, qui serait que ceci est égal à 1, mais c'était égal à quelque chose lié à des choses symplectiques. Ici, c'est exactement la même chose. Alors, c'est de la K-théorie. Ici, c'est K2 de la courbe. Ça, c'est un élément, un symbole en K2 de la courbe. Le fait que ça s'écrit comme ça veut dire que c'est de la torsion en K2. Et si on a cela, on peut faire des choses, par exemple, si on fait une chirurgie de Dehn, ceci s'annule et on obtient quelque chose dans le groupe de Bloch. Donc, il y a un lien avec K3, une sorte de livre. Donc, il y a toutes sortes de choses là qui se passent. Et cette information supplémentaire qui est d'écrire la forme symplectique explicitement comme une somme, plus un tout petit relèvement de ça, qui suffit maintenant, apparemment, d'après les travaux de Garofalidis et Dimofte, de définir l'asymptotique de ces invariants de Jones et Kashaev dans tous les cas. Et avec cela, mon rêve devrait se réaliser exactement, c'est-à-dire que si deux choses ont la même classe un peu améliorée en K-théorie, qu'on aurait ça. Il y a un lien avec le groupe symplectique que je vais soumettre parce que j'ai déjà dépassé mon temps. Alors, je m'arrête.